C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, ce bilan en Tanzanie. Le principal parti d'opposition avance le chiffre d'au moins 800 morts après la répression post-électorale. Des sources diplomatiques et sécuritaires parlent de centaines, voire de milliers de personnes tuées en marge des élections générales du 29 octobre dernier. On fera le point dans un instant. La victoire d'Alassane Ouattara confirmée par le Conseil constitutionnel en Côte d'Ivoire. Le président sortant a été réélu avec plus de 89% des voix pour un 4e mandat. Nous serons à Abidjan dans ce journal. Et puis panne sèche au Mali. La pénurie de carburant orchestrée par les djihadistes s'aggrave. Les terroristes poursuivent leur blocus sur les importations et attaquent des convois presque tous les jours. La situation économique se complique. Les détails à suivre. Les violences post-électorales en Tanzanie. Le principal parti d'opposition, Chadema, avance le chiffre de 800 morts et accuse les autorités de cacher des corps. Des sources diplomatiques parlent de centaines, voire de milliers de morts. Le récit d'Olivia Bizot. Après plusieurs jours de coupure d'Internet, des images émergent, certaines montrant des corps dans les rues à la suite des violences post-électorales. Le parti d'opposition Chadema affirme que plus d'1 millier de personnes ont été tuées et accuse les forces de sécurité de cacher l'ampleur des décès. Depuis quelques jours, nous avons des informations selon lesquelles la police récupère des corps dans les hôpitaux pour les enterrer dans des fosses communes. Nous voulons que des organismes internationaux comme les Nations Unies viennent enquêter. Les gouvernements occidentaux, dont ceux du Royaume-Uni, de la Norvège et du Canada, affirment avoir reçu des rapports crédibles sur un grand nombre de victimes, tandis que Human Rights Watch dénonce ce qu'elle qualifie de répression violente. Les élections en Tanzanie qui viennent de se tenir ont clairement été marquées par la violence. Nous avons reçu des rapports sur des abus commis par les forces de sécurité, des assassinats, l'usage de munitions réelles et de gaz lacrymogène contre des manifestants. La présidente Samia Suluhu a été investie lundi après sa réélection avec presque 98% des voix. Elle a attribué les violences à des étrangers. La plupart des jeunes arrêtés pour des actes répréhensibles viennent de l'extérieur de la Tanzanie. Nos forces de sécurité enquêteront et ramèneront le pays à la normale. Samia Suluhu est arrivée au pouvoir en 2021 après le décès de l'ancien président John Magufuli. Sa dernière victoire, la première qu'elle remporte en son nom, est largement contestée. Certains leaders de l'opposition ayant été emprisonnés ou empêchés de se présenter. La boucle est bouclée en Côte d'Ivoire. Le Conseil constitutionnel a validé ce mardi la réélection du président sortant Alassane Ouattara. Il a remporté un 4e mandat avec près de 90% des voix, en l'absence des deux principaux leaders d'opposition, Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam, tous deux inéligibles. Les précisions de notre correspondante à Abidjan, Makamara. Le président réélu doit désormais prêter serment devant le Conseil constitutionnel au cours d'une audience solennelle. C'est ce que prévoit l'article 58 de la Constitution qui précise que cette cérémonie doit se tenir le 8 décembre prochain. Le scrutin s'est déroulé dans un contexte marqué par l'absence des principales figures de l'opposition. Les candidatures de Laurent Gbagbo et de Tidjane Thiam ont été invalidées par le Conseil constitutionnel pour des raisons de justice, ouvrant la voie à une élection largement dominée par le président sortant. Malgré une participation jugée faible, le pouvoir salue un processus électoral transparent et pacifique. La CEI évoque une mobilisation satisfaisante et un scrutin tenu sans incident majeur sur l'ensemble du territoire. Du côté de la société civile, des appels se multiplient pour un dialogue politique inclusif afin de préparer l'après 2025 et apaiser les tensions. L'opposition, de son côté, continue de dénoncer un processus verrouillé et promet de poursuivre la lutte sur le terrain politique. Le 8 décembre prochain, lors de sa prestation de serment, Alassane Ouattara devrait, selon des observateurs, appeler à l'unité nationale et à la stabilité du pays dans un contexte régional toujours fragilisé par l'insécurité et le terrorisme.
Et en Guinée, la date limite de dépôt des dossiers de candidature à la présidentielle a expiré ce mardi. La Cour suprême a désormais 10 jours pour examiner la validité des dossiers. Une dizaine de candidatures au total, dont le président de la transition Mamadi Doumbouya, mais aucun poids lourd de l'opposition. La correspondance à Conakry de Malik Diakité. Outre le chef de la transition, le général Mamadi Doumbouya, ils sont une dizaine sur la liste des candidats à la présidentielle. Parmi eux, l'ancien Premier ministre Lansana Kouyaté sous le régime de Lansana Conté. 3 anciens compagnons de route d'Alpha Condé ont également déposé leur candidature. À cela s'ajoute Faya Minimono, président du parti Bloc libéral, l'un des seuls opposants résidant encore dans le pays à être très critique du régime de Mamadi Doumbouya. Mais sur cette liste, aucun poids lourd de la scène politique guinéenne. Sans surprise, Cellou Dalein Diallo, en exil depuis 2022, n'a pas déposé de candidature. Le parti historique d'opposition de l'UFDG n'a donc présenté aucun candidat pour la première fois depuis des années. L'ancien Premier ministre Sidya Touré, installé en Côte d'Ivoire depuis 3 ans et en pleine bataille judiciaire en Guinée, n'a pas pu présenter de candidat. Son parti, l'UFR, avait été autorisé à reprendre ses activités ces derniers mois, mais a choisi de ne pas présenter d'autres candidats que Sidya Touré. Tous 6 poids lourds de l'opposition dénoncent la candidature du général Mamadi Doumbouya. Y aura-t-il un dialogue national en République démocratique du Congo? C'est une demande que fait l'opposition congolaise depuis plusieurs mois. L'opposant Jean-Marc Kabound, longtemps bras droit du président Tshisekedi, l'a exigé lors d'une conférence de presse ce mardi. Il a même lancé un ultimatum aux autorités congolaises. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazara-Kibangula. Le dialogue national n'est pas une option, c'est un impératif. Ce sont les mots de Jean-Marc Kabound. Alors pour l'opposant, la République démocratique du Congo est, je cite, un État défaillant au bord de l'implosion. Il y a donc, selon lui, urgence à organiser un dialogue national pour mettre fin à la crise politique que traverse le pays et à la guerre dans l'Est congolais. Face à l'option militaire, mal pensée et mal exécutée, et à une diplomatie de façade mise en place par le pouvoir actuel, nous proposons le dialogue inclusif comme solution à la crise sécuritaire et humanitaire qui secoue notre pays. Nous demandons à M. Tshisekedi Félix de convoquer sans tergiverser le dialogue, car chaque jour qui passe devient un supplice pour nos compatriotes dans l'Est. Si cela n'est pas fait, dans un bref délai, nous allons lancer dans les semaines à venir une série d'actions pacifiques jusqu'à la convocation du dialogue. Cet appel au dialogue national n'est pas nouveau. Plusieurs opposants comme Martin Fayulu, Moïse Katumbi et Deli Sesanga demandent depuis plusieurs mois la tenue d'un dialogue organisé par les chefs religieux. La CENCO-ECC a d'ailleurs présenté une feuille de route en août. Depuis, il n'y a pas eu de réelle avancée. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, s'est montré méfiant vis-à-vis de l'initiative des églises, considérée selon certains membres de la majorité comme un tremplin pour l'opposition. La pénurie de carburant au Mali. Bamako subit toujours le blocus djihadiste sur les importations. Les attaques de convois sont presque quotidiennes et la capitale est sous pression économique. Dans le même temps, les djihadistes du JNIM ont libéré la semaine dernière 2 otages émiratis et un Iranien en échange d'une rançon de 50 à 70 millions de dollars et de matériel militaire. Sophie Samaï. Sur ces images satellites, d'interminables files de voitures aux abords des stations-service de Bamako. De jour comme de nuit, obtenir du carburant ici est un véritable parcours du combattant. Cela fait maintenant 4 jours que nous sommes à la station. Nous manquons de mots pour décrire notre situation. Nous espérons une amélioration rapide. Une situation de blocage qui dure déjà depuis plus d'1 mois et paralyse petit à petit toute la vie de la capitale. Écoles et universités sont désormais fermées. Plusieurs ambassades ont également appelé leurs ressortissants à quitter le Mali dès que possible. En cause, des attaques djihadistes quasi quotidiennes sur les routes maliennes,
provoquée par le JNIM, ce groupe terroriste particulièrement actif dans la région. Ce dernier tente d'étouffer économiquement la capitale pour faire tomber le gouvernement, comme l'explique notre journaliste Wassim Nasr. Alors on parle, investir la ville avec Bania noir au vent n'est pas possible ni militairement ni politiquement pour le JNIM. Donc ça serait uniquement possible à travers une coalition, disons, assez large pour rassurer les Bamakois et même ceux qui sont toujours les soutiens donc, de l'actuel régime. Donc ils travaillent sur cet aspect-là. Donc quelque chose de collégial, une sorte de coalition qui mènerait éventuellement à une gouvernance islamique commune et qui, de fait, dissocierait le JNIM de la nébuleuse d'Al-Qaïda qui inquiète tout le monde. Parallèlement, le JNIM bénéficie désormais d'une aide financière conséquente. D'après les informations révélées par France 24, la semaine dernière, le groupe terroriste a libéré 2 otages émiriens et un Iranien en échange d'une rançon de 50 à 70 millions de dollars et de matériel militaire. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images, cet appel de l'ambassadeur soudanais à la communauté internationale. Il demande à faire pression sur les Émirats arabes unis, accusés de soutenir les paramilitaires FSR engagés depuis avril 2023 dans la guerre au Soudan. Abu Dhabi est pointé du doigt par plusieurs rapports de l'ONU. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a décrété le 31 octobre fête nationale, une annonce quelques jours après un vote de l'ONU soutenant le plan d'autonomie marocain pour le territoire disputé du Sahara occidental. Et puis la réponse d'Abuja à Donald Trump, le Nigeria ne tolère aucune persécution religieuse, déclaration du ministre des Affaires étrangères nigérian. Donald Trump a envisagé publiquement une intervention militaire au Nigeria pour officiellement défendre les chrétiens du pays. On part à présent en Centrafrique à la rencontre d'un jeune artiste qui se bat pour faire bouger les lignes dans un pays où le handicap est stigmatisé. Surnommé handicapable, le jeune homme est paralysé depuis l'enfance par la poliomyélite. Il refuse de se laisser définir par sa condition. Reportage de nos correspondants à Bangui, Cyril Jefferson-Yapende et Jospin Bissi. Dans ce bistrot, en plein centre de la capitale centrafricaine, un nom fait vibrer les cœurs et les consciences des bandes du soir. Maïgele Bitsman fait bien plus que chanter. Il interpelle. Aux personnes en situation de handicap qui sont comme moi et qui sont grands comme moi, c'est d'oublier leur handicap. Du moment où tu acceptes ce que tu as comme handicap, le combat est gagné au fait. C'est la nature qui m'a donné ça, mais après je peux me battre pour être quelqu'un. Dès que tu as cette mentalité-là, le combat est gagné. Et je suis avec des béquilles, je marche. L'handicap c'est dans la tête. Dès que tu es bien garni ici, physiquement, tu n'es pas handicapé au fait. Maïgele Bitsman reverse 30% des revenus de ses concerts à sa fondation Handicapable. Son objectif, accompagner les jeunes en situation de handicap. Chris, un coiffeur, est l'un de ceux qui bénéficient de ce soutien. Je suis dans mon salon de coiffure que j'ai pu ouvrir grâce au soutien de mon frère Maïgele à travers la Fondation Handicapable. Sa vision est claire, faire en sorte que les personnes handicapées ne soient plus perçues comme des mendiants. Nous sommes utiles et nous contribuons activement à la société. Un engagement salué par l'Organisation nationale des personnes handicapées. En plus de ces campagnes de vaccination contre la poliomyélite, cette ONG développe des programmes d'inclusion. On a beaucoup de projets qu'on est en train d'initier concernant l'autonomisation des personnes handicapées et il y a des projets aussi concernant l'éducation inclusive pour tout le monde et il y a aussi des projets concernant aussi les droits des personnes handicapées. On est en train de faire des formations de couture pour les personnes handicapées et aussi au niveau de la fonction publique avec les autorités, l'État nous donne un peu de quotas pour intégrer les jeunes handicapés. Une nouvelle génération émerge, emmenée par des voix comme celle de Maïgele, qui rappelle que le handicap ne doit jamais être une fatalité. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24. La culture, c'est tous les jours sur France 24. Retrouvez l'actualité artistique avec toute l'équipe culture.
Des interviews avec des personnalités et stars de premier plan, mais aussi les conseils séries et cinéma. Et enfin, Planète Afro avec son florilège de nouveautés culturelles africaines. À l'affiche, présenté par Louise Dupont, à voir sur France 24.